Chers collègues, chers étudiants, chères assistances, nous reprenons nos travaux du colloque international relatif à la méthodologie du travail en littérature et en sciences humaines. Nous annonçons donc ouverte la troisième séance qui va porter sur la méthodologie de recherche en psychologie et en sociologie. Nous avons 3 interventions dans ce premier panel. Madame Fdouani Abdallah qui nous vient de l'INAS de Tanger. Sa communication s'intitule « L'entretien, un outil d'intervention psychologique ». La deuxième intervention est celle de Madame Rezaq Kalima qui vient de l'Université Moulay Abdellah de Fès, spécialement la fac des lettres d'Al-Merez, avec une communication portant le titre de « Les modalités d'évaluation d'apprentissage des autistes ». Enfin, la communication de professeur Driss Belarbi, notre collègue de la fac des lettres et des sciences humaines, du département de la sociologie. Sa communication sera en arabe, donc toujours dans le cadre du plurilinguisme et de l'interdisciplinarité. Alors مداخلة تحت عنوان تداخل التخصصات في العلوم الاجتماعية وسؤال المنهج. Donc je demanderai à nos intervenants d'être très brefs vu qu'il y a un petit changement dans le programme. Nous avons décidé au sein du comité d'organisation de fusionner la matinée et l'après-midi vu la nouvelle circulaire ministérielle du 22 décembre et celle qu'il a rectifiée du 23 décembre. Donc nous allons essayer de fusionner les deux demi-journées de manière à clôturer le colloque vers 13h. Donc je demanderai à mes collègues de ne pas dépasser 10 minutes. 10 minutes. C'est ce qu'on m'a dit. Donc essayez d'aller à l'essentiel s'il vous plaît. Merci. Madame Fdouani Abdallah, la parole est à vous. Merci, cher professeur. Bonjour, chers professeurs, chers étudiants. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée pour avoir accepté ma participation. Et cette matinée, on aura peut-être plus à discuter concernant les outils d'intervention en psychologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien comme outil d'intervention en psychologie et non pas comme interview ou autre utilisation qu'on peut avoir. Alors, pour l'entretien, on parle souvent d'entretien clinique. Pourquoi? Parce que justement, cet échange de discours se fait entre un thérapeute généralement et un patient ou un bénéficiaire, ça dépend de l'approche théorique du clinicien. Mais pour le psychologue, cet entretien est un outil, pas seulement d'échange verbal, mais c'est aussi un outil d'échange non verbal parce que l'utilisation de ces séances d'entretien se fait dans un contexte où le clinicien ou le thérapeute est obligé d'utiliser et d'observer pas seulement ce qui est dit, mais aussi le comportement, les mimiques et la physionomie aussi du patient. Dans ce contexte, alors, chaque thérapeute doit réussir cette séance ou ces séances d'entretien dans un but d'aider le bénéficiaire, d'aider son patient qui vient demander son aide, de l'aider à travers son contexte théorique concernant l'école avec laquelle qu'il a adopté en psychologie et aussi l'aider à travers des outils, des méthodes, des tests, d'évaluation et autres, parce que seul le psychologue a cette possibilité de vraiment d'analyser ce qui est dit, ce qui est fait et d'analyser aussi le non-dit de ces patients.
Alors, c'est pour ça que généralement, le psychologue n'est pas là seulement dans un contexte où il doit être gentil, il doit être à l'écoute, comme on dit, et réconforter la personne qui est en face de lui, mais c'est aussi une présence méthodologique, une présence où il y a une analyse, où il y a une intervention qui va se faire et tout un programme qui pourra se mettre en place pour pouvoir aider le patient à sortir de son état de trouble ou de son état de, on va dire, de gêne ou de problème. Alors généralement, ces entretiens ont été utilisés dans un contexte où tout le monde a cette image du patient allongé sur un divan et le psychologue par derrière en train de l'écouter. Et ça, c'est une approche freudienne, analytique. Mais par la suite, il y a eu énormément d'évolutions à ce niveau-là concernant l'entretien. Il y a eu de nouvelles méthodes, ce qu'on appelle la psychologie ou la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une fusion entre deux approches, deux grandes théories en psychologie, la théorie comportementale et la théorie assez nouvelle cognitive. Et cette approche-là a organisé même, a changé même le positionnement dans un entretien et l'évolution de ces entretiens, ce qui fait que on n'est plus face à un entretien où il y a un divan, mais plutôt à un entretien qui se fait et qui se passe dans une approche de face à face du patient avec le thérapeute et où il y a vraiment un certain équilibre qui se fait entre les deux. Et cette approche est souvent utilisée dans des pathologies assez fréquentes comme les phobies, les dépressions, les séances d'addiction ou de toxicomanie et autres, des séances aussi de soutien et d'approche psychosociale. Alors, ces entretiens se passent, comme j'ai dit, avec une certaine évolution du premier entretien vers la fin, et on va avoir le point de départ qui est vraiment la demande du patient. Le fait qu'une personne vient solliciter l'aide du psychologue. Alors ce premier contact est un contact qui est très important, où il y a une alchimie qui doit s'installer, il y a un lien non-verbal qui doit s'installer, un lien de réconfort plus ou moins, où il y a une acceptation qui se fait du patient avec le psychologue et vice-versa, parce que sinon la thérapie ne pourra plus par la suite être réussie. Et bien sûr, ce premier entretien doit être fait dans un contexte où il y a un respect mutuel, un respect non seulement du patient vers le psychologue, mais surtout du psychologue vers le patient. Alors le travail qui se fait par la suite, eh bien, on voit que vraiment il y a une collaboration, mais généralement ces entretiens sont des entretiens où on essaie de laisser libre cours aux bénéficiaires, aux patients, d'exprimer ses douleurs, d'exprimer ses souffrances, d'exprimer sa gêne même, parce que là on n'est pas seulement face à une pathologie grave, mais on peut avoir accès à ce genre d'entretien face à des troubles, des difficultés d'adaptation, des difficultés d'expression aussi. Et bien sûr, on doit vraiment essayer d'organiser la séance de façon à permettre à la personne de s'exprimer librement et d'éliminer tous les blocages qu'il peut avoir en tant que patient. Alors, généralement, durant ce premier entretien, le thérapeute ne pose pas trop de questions pour ne pas agacer le patient,
pour ne pas le bloquer ou le mettre mal à l'aise. Mais le suivi des entretiens se fait dans un contexte où il y a, premièrement, suite aux quelques premiers entretiens, le psychologue doit élaborer un diagnostic clinique avec par la suite des entretiens d'évaluation, des entretiens de motivation et bien sûr informer le patient du diagnostic qu'il a fait. Et là, c'est une sorte de contrat thérapeutique qui est installé de façon à exprimer les difficultés, l'analyse du psychologue et donner aussi au patient les outils qu'il peut utiliser pour faire face à ces difficultés. Et bien sûr, là on engage une série d'entretiens thérapeutiques qui peuvent aller d'une période à court terme ou une période de moyen terme, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an à peu près, avec une moyenne d'un entretien ou d'une séance par semaine. Alors le premier entretien est très important. Comme j'ai dit au début, c'est un entretien qui est fait face à face, mais c'est un entretien où il y a le minimum de questions qui sont posées aux patients. Mais quand il y a des silences qui s'installent, là, le psychologue doit intervenir pour éclaircir et pour essayer d'encourager le patient à s'exprimer encore plus. Et au cas où il y a des expressions qui ne sont pas comprises, le psychologue doit poser la question pour comprendre un peu plus ce qui est dit, parce que parfois le patient, soit il ne s'exprime pas clairement quand il dit « je me sens triste », alors qu'est-ce que tu veux dire par triste par exemple, ou déprimé, ou il s'exprime avec peut-être des références culturelles ou des références langagières qui sont incomprises par le psychologue, et dans ce contexte, il doit aussi poser la question, mais il ne doit pas trop s'attarder sur ça. Le plus important dans ces premiers entretiens, c'est l'analyse, et c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle en psychologie. C'est le fait d'essayer d'identifier vraiment ce qui est dit et comment est-ce qu'on peut l'analyser, est-ce qu'on peut le comprendre comme souffrance chez la personne, et là vraiment mettre en évidence les vraies difficultés de la personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand la personne vous dit « je suis triste », eh bien on doit essayer de chercher un peu plus pour voir d'où vient cette tristesse et quel est vraiment ce contexte de tristesse et qu'est-ce que cela veut dire pour la personne et la situation dans laquelle il ressent cette tristesse. Alors, si le psychologue a l'impression que parfois il y a certaines confusions, comme j'ai dit, il doit reposer la question à chaque fois, mais par la suite, quand on a à peu près une idée sur la demande de la personne, on passe à ce qu'on appelle des questionnaires et où on utilise généralement des échelles, des tests psychologiques et autres. J'ai donné ici l'exemple des échelles d'anxiété d'Hamilton et des échelles de dépression et autres de Beck. Ça, c'est un exemple d'échelle qu'on utilise, une sorte de questionnaire où le patient va répondre, il va juste cocher la réponse qu'il ressent la plus appropriée à son état d'esprit. Et à travers ces échelles, on essaie d'analyser les résultats par la suite. Par la suite, on a ce qu'on appelle une communication du diagnostic, c'est-à-dire que là, on a une idée un peu claire de la situation ou du problème que vit le patient, et on essaie de lui expliquer cela
avec bien sûr un langage clinique qui soit neutre le plus possible et qui soit analytique le plus possible, parce que là on n'est pas tenu de porter des jugements, on n'est pas tenu de faire des commentaires qui sont peut-être qui vont bloquer le patient par la suite. Alors, et cela, cette discussion concernant le diagnostic a pour but vraiment d'identifier le problème, mais aussi d'essayer de stimuler le patient pour qu'il commence le parcours de la thérapie par la suite et que ça soit bien clair dans sa tête pour qu'il soit vraiment un partenaire à égalité avec le psychologue. Mais je vous remercie pour ça aujourd'hui. Merci à vous. Merci Madame Fedouani Abdallah qui nous vient de l'INAS de Tanger pour cette communication instructive, informative sur l'entretien comme outil d'intervention psychologique. La psychologie étant une science humaine qui nous interpelle tous. Donc je rappelle que Madame Fedouani Abdallah a parlé un peu des fonctions de l'entretien. Deux types d'entretien spécialement, celui classique et celui thérapeutique, en expliquant un peu le rapport que peut avoir le psychologue avec son patient, l'organisation de la séance, la posture du psychologue, donc tout ce qui peut bien sûr éviter les difficultés du métier du psychologue, les difficultés qui peuvent découler de l'organisation ou d'une mauvaise organisation de la séance. Elle a enchaîné avec les types d'analyse, notamment celles fonctionnelles selon des échelles préétablies, pour bien sûr conclure sur l'importance de l'entretien et de l'élaboration d'un bon entretien pour mener bien une séance thérapeutique avec le malade. Merci infiniment. Donc nous passons sans plus tarder à la communication de Madame Rezq Fatema qui nous vient de la faculté, Karima, qui nous vient de la fac des lettres d'Al-Merez de Fès. Je rappelle que vous avez 10 minutes jusqu'à 15, parce que si chacun de nous prend 20 minutes, je pense que nous n'aurons pas la possibilité de donner une chance à tous les collègues qui sont ici présents. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, je voudrais d'abord exprimer mon joyance pour participer à cette colloque dédiée au professeur Bouchichi. Je le félicite. Et je remercie M. le doyen pour accepter de continuer cette colloque, et aussi je voudrais remercier M. Morsad pour l'invitation. Alors bonjour mes chers professeurs et mes chers étudiants. Alors ma contribution nommée les modalités d'évaluation d'apprentissage des autistes. Comme plan, je commence par une introduction, la définition du spectre de l'autisme, les conditions de la scolarisation pour les enfants autistes, éducatif individualisé et le profil psycho-éducatif, et enfin je termine par conclusion. J'espère respecter le temps. Alors, le diagnostic d'un TSA, le trouble du spectre d'autisme, est difficile parce que les rêves que les parents ont fait par rapport à un enfant ont changé. Il y a forcément une période de deuil parce que l'enfant rêvé n'est pas toujours l'enfant que nous avons devant nous et que les parents doivent maintenant accompagner et aider. Au moment du diagnostic de TSA, la vie de ces familles a changé et le marathon a commencé. Parce que le diagnostic, c'est pas facile pour les parents, mais elle soulageait les parents. Alors, on peut dire qu'il y en a 4 difficultés principales que les parents des enfants autistiques peuvent rencontrer.
le premier difficulté, ça sera sur le plan conjugal, familial, social et financier. La littérature montre que de la famille où l'enfant a reçu un diagnostic de TSA, le couple a 25% de chances de se séparer et parfois plus. La littérature montre aussi que chez les couples qui restent ensemble et qui travaillent aussi ensemble pour soutenir l'enfant, va avoir un meilleur pronostic. Toujours qu'on parle de la prise en charge des autistes, on parle de l'intervention précoce intensive. Alors, lorsqu'il y a une intervention précoce intensive, il y a toujours amélioration dans le développement de l'enfant. Alors, plus largement, sur le plan de la famille, s'il y a une fratrie, il y a aussi la question de comment trouver l'équilibre. Parce que les parents consacrer tout leur temps pour cette nouvelle enfant, parce qu'il a besoin de beaucoup de choses, il a besoin toujours d'accompagnement à l'école, au pédiatre, au psychologue. Alors, les parents ressentent parfois le remords, ils ressentent la culpabilité entre leurs enfants et les enfants. Alors, pas seulement au niveau du temps, mais aussi de l'organisation. Parfois, un parent peut décider d'être plus arrêté pour présent leur enfant pour l'amener d'un lieu et d'autres, et ça nous amène aussi sur le plan financier. Alors, le spectre de l'autisme toujours pose des problèmes économiques, parce qu'il n'y a pas une prise en charge, surtout au Maroc, pour ces enfants. Alors, c'est très intéressant d'aborder ce sujet pour avoir une assurance ou bien pour aider ces familles pour la prise en charge de leur enfant. Alors, on passe de définir qu'est-ce que ça veut dire le spectre de l'autisme. Alors, le TSA est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par un déficit de la communication verbale et non verbale, des interactions sociales ainsi que du comportement répétitif et des intérêts restreints. Il se manifeste notamment par des difficultés dans le développement, le maintien, la réciprocité et la compréhension des relations interpersonnelles. À cela peut s'ajouter des mouvements stéréotypés, des comportements verbaux ou non-verbaux ritualisés, une intolérance au changement, une ou hyposensibilité, et cet symptôme ajouté dans le DSM-5, qui n'était pas au DSM-4. Alors on peut conclure deux regroupements de catégories des symptômes. Il y a l'interaction sociale et communication qu'on peut utiliser dans une seule catégorie, et les intérêts comportementaux restreints et répétitifs. Alors on passe sur les conditions de la scolarisation pour un enfant autiste. La planification de l'entrée à l'école pour un enfant normal est très difficile. Alors, pensez-vous que quand on parle d'un enfant autiste, c'est très très difficile. Alors, avec les troubles du spectre de l'autisme, comporte des modalités, des rôles, des responsabilités et des échéanciers qui doivent être clairement définis pour tous les acteurs associés. Nous pouvons définir trois grands axes pour l'accompagnement des élèves. L'axe éducatif qui a pour l'objectif l'autonomie de l'enfant, c'est le premier souci pour un enfant autiste. Les professionnels intervenant dans ce domaine sont plutôt les éducateurs et les éducatrices. Quel que soit l'âge de la personne, les interventions proposées doivent être adaptées au niveau des compétences de la personne de manière globale et coordonnée.
Alors, le deuxième axe concernant le pédagogique. Et le troisième axe inclut le thérapeutique, le médecin, le psychologue, l'orthophoniste et aussi le psychomotricien. Alors, le travail doit être dans un travail en réseau, parce que on doit intégrer plusieurs intervenants. Alors, lorsqu'on parle de travail de réseau, il y a toujours le rôle des parents, parce que les parents, c'est elles qui voient, qui accompagnent leur enfant. Alors, il y a toujours le thérapeute, l'orthophoniste, le neuropédiatre, les éducatrices et l'ergothérapeute. Alors, aucune proposition d'accompagnement, bien sûr, ne peut s'envisager sans une évaluation rigoureuse de l'enfant ou de l'adolescent concerné. Celui-ci explore les différents domaines, celui du fonctionnement corporel, psychique, celui de l'efficience intellectuelle. L'évaluation psychopédagogique explore en particulier les dimensions corporelles, psychiques et cognitives pour construire un projet d'aide répondant aux besoins de l'autiste, en particulier dans l'apprentissage. Alors, je voudrais vous montrer que lorsque on intégrait une intervention précoce, ça sera montré dans la figure. Alors, le début le plus précoce possible, l'enfant autistique sera presque au niveau d'un enfant normal. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, le programme psycho-éducatif ou bien le EDSM de Danvers, ce programme, c'est très utile pour ces enfants. Alors, lorsqu'on parle du projet, on parle d'un projet éducatif individualisé, parce que chaque enfant a besoin d'un projet individualisé. Alors, comme question, quels sont alors les outils, les moyens permettant de réaliser un travail efficace pour un élève avec TSA afin de permettre son évolution? Un des outils les plus importants, c'est l'éducatif individualisé. Alors, c'est quoi l'éducatif individualisé? Ces programmes sont mis en place sous forme de documents qui sont rédigés annuellement et qui contiennent un ensemble de rubriques concernant le niveau scolaire des élèves, les objectifs scolaires et fonctionnels annuels, les progrès identifiés, les mesures et prestations et la justification des mesures prises en cas d'inclusion scolaire. Cette initiative en provenance des États-Unis est suivie dans les pays européens et ainsi au Maroc, mais on n'intégrait pas tous les intervenants. Alors, les étapes du processus d'évaluation d'un projet éducatif, toujours il faut faire des catégories et faire les compétences communicationnelles et les compétences de la vie. Alors, je passe pour parler très vite d'un projet. Il y a plusieurs projets comme modalité de la prise en charge pour les enfants autistes. Il y a l'ABA, il y a le DSM, il y a le PE. Alors, c'est un psycho-educational profile. Cet outil d'évaluation a été mis au point par le professeur Skopler et son équipe dans la division Teach. C'est un outil composé d'un ensemble de jouets. L'examinateur doit être formé et se familiariser avec le matériel, les consignes et les critères de cotation. Alors, le projet psycho-éducatif de Skopler peut aussi être utilisé pour les enfants entre 7 et 2 ans présentant un retard de développement.
L'évaluation développementale comprend les dimensions suivantes: la cognition verbale et préverbale, le langage expressif et plusieurs choses concernant les fonctions exécutives de l'enfant. Au cours de ces évaluations, les aspects communicationnels et l'habitude sociale permettant d'avoir des informations et les comportements adaptatifs. Alors, le psycho-educational profile, ce test évalue aussi bien la communication et la motricité que les comportements inadaptés. Elle permettra de dresser un profil de développement en mettant en avant les points forts et les points à améliorer chez l'enfant. Et ça, c'est très important pour avoir un plan pour travailler avec un enfant autiste. Après l'évaluation par le PEP, établit le projet individuel de l'enfant en tenant compte de ses points forts et de ses intérêts. L'environnement structuré définit des espaces pour chaque activité et réduit les distractions. La présentation visuelle de l'information et matérielle est privilégiée. Alors, je passe à la conclusion, le stress de temps. Nous avons vu que la planification de l'entrée à l'école et le suivi de l'élève avec TSA comporte des modalités, des rôles, des responsabilités et des échéanciers qui doivent être clairement définis pour tous les acteurs et les réseaux associés. À toute la démarche, en effet, la création d'un réseau va permettre un accompagnement avec les visions globales afin de pouvoir mieux accompagner l'élève dans son évolution au milieu scolaire. La planification de l'entrée en milieu scolaire nécessite la participation de nombreux organismes, l'institut et les professionnels intervenant auprès de l'élève avec un TSA, travaillant en étroite collaboration avec les parents afin de préparer et intégrer la plus harmonieuse possible pour l'enfant. L'heure est surtout venue de mettre en terme une bataille, c'est vrai, une bataille. Et se dépense une énergie qui sera mieux employée à promouvoir du pratique des réseaux articulant le soin avec l'éducation et la pédagogie. Et ça, l'enjeu de cette communication. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Rezq Karima, qui nous vient de la fac des lettres de Dahab Mehraz de Fès, pour sa communication intéressante, fructueuse et instructive, intitulée Les modalités d'évaluation d'apprentissage des autistes. Madame Karima a centré sa communication justement sur les difficultés d'apprentissage d'un autiste, difficultés d'autonomie, difficultés au niveau conjugal, difficultés du coût du traitement bien sûr de l'enfant autiste, et que cela nécessite une éducation personnalisée et individualisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une éducation que l'on va appliquer pour un certain nombre de personnes, d'enfants, mais pour chaque enfant, il y a une éducation personnalisée. Et elle nous a rappelé à la fin les différents tests possibles qu'opère le thérapeute pour diagnostiquer le degré d'autisme et puis établir les objectifs d'un apprentissage en fonction de chaque cas. Donc nous la remercions vivement pour cette communication et nous passons maintenant à la sociologie avec notre collègue M. Driss Belarbi. D'ici de la faculté des lettres de Meknes. Donc je rappelle le titre de sa communication: تداخل التخصصات في العلوم الاجتماعية وسؤال المنهج. Monsieur Belarbi, la parole est à vous. شكرا سيدة رئيسة، شكرا على الدعوة للمشاركة في هذا الحفل العلمي والذي يقام على شرف تكريم أستاذنا الجليل سيدي إبراهيم قادري بوشيش الذي أعطى وأزل العطاء بعلمه لطلبته وجامعته بالبحث العلمي وطنيا ودوليا. هذا الاعتراف
بأستاذنا يبرز فعلا قوة ومتانة العلاقة القائمة بين أطر مؤسستنا الجامعية، والذي نتمنى أن يستمر، ويستمر الاعتراف بكل من أسدى لهذه الكلية من خدمات، سواء كان على المستوى الإداري أو على المستوى التعليمي والبحث العلمي. وأستاذنا السيد إبراهيم قادري يعني حياته مليئة بالفضائل والمناقب الأخلاقية والعلمية التي يشهد لها الجميع، سواء من عرفه عن بعد أو من عرفه عن قرب. فيكفينا فخرا أنه مفخرة هذه الكلية ومفخرة البحث العلمي، والذي لم يقتصر إشعاعه على صعيد الوطن بل تجاوزه إلى خارجه. والشكر. بالنسبة للمداخلة ديالي والتي اختير لها لأنني كنت عملت على وضع عنوان آخر، l'interdisciplinarité dans les sciences sociales et humaines, possibilités et contraintes. يعني تعدد التخصصات أو المقاربة المتعددة للتخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، إمكانات ومعيقات إبستيمولوجية. وطبعا هذه المداخلة كطرح واحد السؤال إبستيمولوجي حول إمكانية الانفتاح على منهجية متكاملة مرنة ومنفتحة على العديد من الحقول المعرفية والعلمية المختلفة لدراسة الظواهر الاجتماعية، للخروج من هذا المأزق يعني الإبستيمولوجي الذي جعل من معارفنا في جميع الحقول المعرفية، أذكر ما هي إلا معارف مبتورة ومنتقصة. الإشكالات الاجتماعية المتعددة التي يحول بها الواقع الجديد في ظل التغيرات الجارية على جميع الأصعدة شكلت تحديا معرفيا للمهتمين في حقل العلوم الاجتماعية في ظل قصور الباراديغمات المقدمة على ما يجري أو على تفسير ما يجري في هذا الواقع، والذي يبقى في أحسن الأحوال اختزالي تبسيطي لا يرقى إلى التفسير الشمولي لهذا الواقع الذي أصبح أكثر تعقدا. هذه النماذج التي اعتقدنا أنها ستقربنا من الحقيقة هي في الحقيقة الأمر أبعدتنا عنها بتعبير إدغار موران. على أن عدم الاستسلام لهذه المعرفة المجزأة والتفاعل الإيجابي بين معارف متعددة في أفق تشكيل رؤية تكاملية تستوعب الظواهر في تعقدها، هذا يطرح إشكالا إبستيمولوجيا يسائل طرق الاشتغال المنهجي لهذه المقاربة التي نتحدث عنها، يعني التركيبية المتعددة التخصصات. وإن طرحت هذه المقاربة إشكالا على مستوى يعني المفهوم الذي تعددت مصطلحاته من جهة، ومن جهات يعني أخرى بالتعقيد الذي صاحب ترجمة هذه المصطلحات إلى اللغة العربية في ظل تعدد الترجمات التي لا تحيل يعني في غالبها إلى التمييز الذي يطبع مستوى المصطلح. فمن حديث عن تعدد التخصصات، multidisciplinarité, pluridisciplinarité، يعني عبر التخصصات أو العبر المنهجية باللغة العربية transdisciplinarité، interdisciplinarité etc. ودون الوقوف على التمييزات القائمة يعني بين هذه المصطلحات نبقى في حدود اعتبار ما يجمعها، كونها فعلا تعبر عن طموح منهجي يسعى إلى التشارك في بناء المعرفة عبر إنكار الحدود بين المناهج وتجاوز منطق التخصص لا سبيسياليتي كمنطق واحد نهائي قادر على استيعاب مستويات الواقع المتعدد. هذا التوجه الباراديغمي واللي هو طموح منهجي يبدو مشروعا الآن، هو الذي يجعلنا نتساءل عن الشروط
يعني العلمية والإبستيمولوجية في إمكانية تطبيقها على العلوم الاجتماعية والإنسانية. طبعا أنا لا أضع نفسي يعني منظرا لرؤية منهجية جديدة قادرة على تجاوز منطق الاختزال والتبسيط الذي طبع مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، ولكن سأعمل على توضيح إلى أي حد العلاقة الإبستيمولوجية القائمة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية بعضها ببعض كفيل بمد جسر التواصل بينها على مستوى المعرفي وعلى مستوى المنهجي، وفي نفس الوقت يعني نقف عند العوائق المفتعلة، أقول المفتعلة بدعوى العلمية، لأن الهاجس العلمي يراود كل يعني المؤسسين لعلومهم أنهم كانوا يريدون لها استقلالا معرفيا ومنهجيا تختلف عن العلوم الأخرى. إذن هذا الهاجس أو هذا العائق المفتعل في وضع حدود بين هذه المناهج شكلت بطبيعة الحال لا وعي الفكر الغربي وحكمت نظريته وخطابته كما عبر عن ذلك إدغار موران. وسنعطي مثالا بعلاقة السوسيولوجيا بالفلسفة والتاريخ ولما علم النفس إن كان قد سمح الوقت بذلك. سي ديجا أنا عاد بديت صعب جدا أن نقتل. أيوة المختار أراد أن نظهر في الصورة ونغيب. إذن سأبدأ بعلم سأحاول يعني كما حاول علم الاجتماع شق طريقه الخاص بين دروب المعرفة، وفعلا لما أراد أن يشق طريقه في صوب المعرفة أراد أن يعطي لعلم الاجتماع وجودا أنطولوجيا مستقلا يعني واستقلالا معرفيا، الأمر الذي وهذا ينطبق على مجموعة من العلوم فعلا. الأمر الذي حدث هو علم الاجتماع المؤسسين لهذا العلم ومنهم أوغست كونت ودوركهايم بالخصوص من وضع حدود فاصلة. هاد المؤسسين هما اللي وضعوا لنا هذه الحواجز الفاصلة بين العلوم باش يحققوا هذا الوجود الأنطولوجي لعلمهم وغير ذلك، وخصوصا علم الاجتماع مع دوركهايم اللي حقيقة وضع واحد الحدود فاصلة بين كل أشكال التداخل بينه وبين العلوم الأخرى التي تنازعه كتزير معاه في نفس الحدود، ومنها علم النفس والتاريخ والفلسفة، على أن هذه الحدود الموضوعة والمفتعلة كما أشرت قليلا بدعوى الصرامة العلمية بين علم الاجتماع مثلا والفلسفة كمثال الآن حتى ألج إلى العلاقة ما بين علم الاجتماع والتاريخ، لا يمكن أن يحجب عنا العلاقة القائمة بينهم، والذي يجعل من أمر الانفتاح بين التخصصات واقع يفرضه منطق الأشياء. وهذا ما أوضحه المرحوم عابد الجبري على أن الفلسفة وعلم الاجتماع يعني هما نظامان معرفيان مختلفان ومتنوعان ولا يتكلمان لغة واحدة، ولكن رغم ذلك يمكن القول على أن علم الاجتماع لا متفلسف يكتفي بعدم إنتاج سوى وصف ما هو كائن والذي هو في العمق ليس صحيحا. يعني لا بد من علم اجتماع مرتبط بما هو فلسفي. علم الاجتماع حينما يتوجه للدراسة في ظواهر مجتمعي فإنه لا يمارس هذه الدراسة بمعزل عن علاقته بالمجتمع الذي ساهم في تكوين النظرة السوسيولوجي حوله، وبالتالي فمساهمته البحثية في فهم المجتمع لا يمكن أن تقتصر على جمع وتسجيل الوقائع. نفسه المنهج هذا على مستوى الموضوع، نفسه المنهج يعني يؤكد على التداخل بين ما هو فلسفي وما هو علمي، كان اجتماعيا أو كان طبيعيا. فكما هو معلوم أن كل من موضوع العلم ومنهج العلم يعني وجهان متكاملان لعملة واحدة، وبالتالي فهناك حدود تماس دائما لا يمكن تجاهلها تقع على مستوى المنهج
وعلى مستوى الوضوح بين العلم الاجتماع والفلسفة إلى غير ذلك. ومن ذلك سأعطي مثال بالمنهج الاستقرائي الذي تعتمده مجموعة من العلوم ومن نوع علم الاجتماع بطبيعة الحال والعلوم الحقة. فهذا العلم الاستقرائي حتى في العلوم الحقة لا يجد تمامه إلا في الاستنباط العقلي الذي هو مناط التفكير الفلسفي. فكلا العمليتان الاستقرائية والاستنباطية تمثل مقولة جدلية واحدة. هناك دائما علاقة جدلية ما بين ما هو استقرائي وما هو استنباطي. الاستقراء التام قد يكون مستحيلا، ولهذا فإن الاستقراء الناقص هو يعني قوام العلم، وهو يجد تمامه بالاستنباط العقلي. فأعطي مثال، قد تعوج بالماء العصا، قد نراها على أنها معوجة في الماء، لكن من يقومها هو عقلي. من ناحية تجريبية تبدو لي أنها عوجاء في الماء، بين أن العقل هو الذي يقومها ويرى أن العكس هو الصحيح. وإذا تمحصنا فعلا ماليا في منطلقاتنا في البحث التجريبي مثلا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بدءا من الملاحظات ديالنا، مرورا بصياغة الفرضيات، وصولا إلى عملية النتائج والارتقاء بها إلى مستوى التحليل التاريخي أو السوسيولوجي أو غير ذلك، فهي مناط استنباط عقلي تأملي مرتبط بالواقع. هذا على مستوى العلاقة بالفلسفة. عملت بالضبط في العلاقة مع التاريخ بالنسبة لنا وجود ولم يتبقى من الوقت إلا دقيقتين. بطبيعة الحال على مستوى العلاقة بالتاريخ يعني هناك الشيء الكثير الذي يجب أن نبديه. في البداية النقطة يعني الارتكاز المحورية لظهور علم الاجتماع، حيث اعتمد المؤرخون الاجتماعيون على التحليل السوسيولوجي لنقد المادة التاريخية وتفسير وتركيب الأحداث التي تضمها. وهنا سأحيل لكم على عبد الله العلوي في مفهومه للتاريخ، يتحدث عن العلاقة، هذه العلاقة بالذات بقوله أن السوسيولوجيا يعبر عنها بالاجتماعيات هو نمت في أحضان علوم التاريخ. السوسيولوجيا نفسها نمت في أحضان علوم التاريخ ثم استقلت عنها ثم عادت لتؤثر فيها، فظهرت مؤخرا بحوث تصنف الحياة الاجتماعية من منظور سوسيولوجي لكن في عهد الماضي. وإذا كان علم الاجتماع قد ظهر أولا يعني كحاجة منهجية لتصويب الأخبار وتدوين التاريخ بطريقة علمية عند ابن خلدون، فإن المقاربة السوسيولوجية أخذت طريقها إلى الاستعمال في مجال الدراسات التاريخية مع ظهور طبعا دراسات الحوليات، وخاصة عندما بدأ مؤرخو التاريخ الجديد ينزعون إلى دراسة ظواهر الاجتماع الإنسان من قبيل مثلا تاريخ الزواج، تاريخ الأسرة، علاقة القرابة داخل القبيلة إلى ذلك. ومكنتهم هذه المقاربة السوسيولوجية في دراسة التاريخ من فهم وكشف خبايا المجتمعات في الماضي، ويعني فك تركيباتها ومكوناتها وتحديد العلاقات والروابط بين عناصرها. سأضطر إلى أن أختم لأن الوقت قد داهمنا فعلا، لا أجد سبيلا إلا الاختصار. على إن كيف سألخص هذا؟ يعني خلاصة القول أنه مهما يكون من أمر التداخل القائم بين العلوم الاجتماعية على مستوى الموضوع والمنهج كما أوضحت، فإن بلورة واحد الباراديغم يعني تحليلي يستجيب لهذا المنظور المعرفي والمنهجي يبقى صعب التحقق. أنا ندعي على أننا عندنا نموذجا جاهزا ليس راحة كما يقول الفيلسوف الناقد والأديب السيميولوجي الفرنسي المعروف رولاند بارت،
ليس نموذجا ولكن حالة ذهنية، كما يرى عالم اللسانيات الفرنسي باتريك شرودو. هذا حالة ذهنية يعني تتطلب مجهودا لوضع واحد الروابط حقيقية بين المفاهيم، بين أدوات التحليل، بين النتائج يعني التحليلية لمختلف التخصصات بعضها بعضا في آن واحد، لتبقى المحاولات التي يبديها لحد الآن بعض الباحثين الاجتماعيين على مستوى التطبيق جد محدودة. وأخص منها بالذكر العالم السوسيولوجي الفرنسي بيير بيردون الذي لم يكن يأبه يعني بتخوم التخصصات وحدود المجالات، لدرجة أنه استعاض عن السوسيولوجيا باستعمال توصيف جديد الذي هو العلم الاجتماعي نفسه. يعني كما درست مع برونو ميلي، جان بيير دولاس في l'histoire des pensées sociologiques، يؤكدون على ضرورة العمل ما أمكن على تجديد الحوار بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وضرورة الاطلاع على الأخص السوسيولوجيا بهذه المهمة، لأن كل علوم طبعا هي في حاجة إلى السوسيولوجيا بقدر ما أن السوسيولوجيا هي في حاجة إلى العلوم الأخرى على المستوى المعرفي وعلى المستوى المنهجي. طبعا لخلق هذه جسور التواصل الإبستيمولوجي المعرفي والمنهجي بينها، لكون أي ظاهرة لا تخلو من بعد نفسي اقتصادي اجتماعي نفسي. شكرا. Merci beaucoup, chers collègues Driss Belarbi de la Fac des Lettres et des Sciences Humaines de Metz pour son intervention intitulée Tadakhul التخصصات في العلوم الاجتماعية وسؤال المنهج. Effectivement, notre collègue nous a expliqué un peu l'importance de la recherche en sociologie, du fait qu'elle est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle convoque plusieurs disciplines pour, bien sûr, faire un peu une recherche complète qui prend en charge plusieurs aspects comme la philosophie, l'histoire, les faits sociaux, etc. Donc, nous ne pouvons pas faire le débat tout de suite puisque nous avons eu des nouvelles de la présidence comme quoi on doit finir avant 13h. Donc, pour mieux gérer le temps et donner la chance à tous les collègues de présenter leur communication. Donc, je remercie les collègues qui sont à côté de moi et j'invite, j'allais dire à la barre, j'invite à l'estrade, c'est juste pour rigoler. Donc, j'invite Madame Bouré Mounir. Monsieur, pardon. Parce que j'ai une amie qui s'appelle Boran, je me suis dit Bouré, ça c'est perse aussi. Madame Henel Khtar. Comité d'organisation, s'il vous plaît, changez les présentations. Je m'invite aussi. Ahmed Choueri. الله يحفظك. اسمح لي. Et Madame Mohamed Nzir. Donc les autres communications passeront à distance l'après-midi. Ne seront pas annulées. D'accord? Donc parmi les avantages d'être modératrice, c'est de se servir soi-même. Donc puisque normalement je devais passer l'après-midi, et il y aurait une collègue pour faire la modération, et maintenant vu les problèmes logistiques, donc je me sers, je me présente. Je pense qu'il y a ici mes collègues et mes étudiants qui me connaissent déjà. Je suis professeur de langue et littérature française au département de français ici même. Mon intervention est en rapport avec la méthodologie du travail en didactique.
Donc, juste pour vous expliquer un peu le choix de ce sujet, qui émane un peu de l'intérêt des étudiants et leur engouement pour la préparation de mémoire, de licence, de master. Il y a même certains doctorants qui font appel à moi pour me demander un peu de la documentation. Donc j'ai jugé bon de choisir cette science humaine qui est en fait transversale pour les aider, si vous voulez, à mieux connaître la méthodologie à suivre pour préparer une recherche en didactique. Alors mon intervention, je l'ai préparée de manière pas très catholique, dans le sens où je me suis mis dans la position d'un étudiant et j'ai essayé de poser les questions que lui se pose devant une fois qu'il veut entamer sa recherche en didactique. D'accord ? Alors, première question que se pose l'étudiant, justement, c'est qu'est-ce que la didactique ? Pas dans le sens définitoire, mais c'est-à-dire que des fois, il y a des chevauchements entre didactique, pédagogie et autres disciplines et autres sciences. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'enlever un peu cette ambiguïté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la didactique est une science humaine transversale. Quand je dis transversale, il y a la didactique des langues et la didactique de chaque discipline, des maths, des sciences expérimentales, de la physique, etc. Donc transversale, mais qui se trouve au carrefour de l'épistémologie des disciplines et la psychologie du développement cognitif. Les deux. Donc il y a deux aspects dans la didactique. Il faut comprendre par épistémologie des disciplines la relation entre les questions que se pose un chercheur, qui peut être également un professeur, et les connaissances, bien sûr, qui en sont les réponses à ces interrogations. Autrement dit, les professionnels en éducation se demandent comment transposer dans leur établissement respectif les questions que s'est posées l'homme tout au long de l'histoire. Alors, le volet psychologie du développement cognitif, et je parle sous le contrôle des psychologues ici avec nous et thérapeutes, donc nous entendons par cela le développement des connaissances tout au long de la scolarisation. C'est vrai que l'élève ou l'apprenant vient à l'école pour avoir un savoir, mais après, il y a le volet psychologique. Comment organiser ce savoir ? Comment tisser des liens entre les différents savoirs pour qu'à la fin, constituer un bagage culturel, intellectuel, etc. Donc le chercheur en didactique devrait normalement prendre en compte les deux versants de la didactique, à la fois le savoir et le comportement et son rapport par rapport à ce savoir. Alors pour ce qui est de la confusion didactique-pédagogie, je pense que le rôle du chercheur en didactique, justement, est de connaître les délimitations de chaque champ disciplinaire sur lequel portera sa recherche. Comme ça, il peut faire une recherche en pédagogie sans le savoir. Hein? Et c'est deux choses différentes. Donc, s'il ambitionne de travailler sur un sujet en rapport avec la transmission du savoir d'une discipline donnée, à ce moment-là, il est en plein didactique. D'accord ? Et s'il traite des pratiques du professeur en classe et sa gestion des apprenants, à ce moment-là, il a préconisé la pédagogie. D'accord ? Alors, est-ce que cela veut dire que l'enseignant n'a pas de place dans la didactique ? Que la place de l'enseignant et de l'élève existe uniquement dans la pédagogie ? Non. L'enseignant reste quand même très important en didactique, on va voir pourquoi. Son rôle n'est pas évacué parce qu'il reste quand même un médiateur de ce savoir. Le savoir enseigné qui existe dans les livres ne peut être donné à l'apprenant sans le rôle de l'enseignant. D'accord ? Alors, l'enseignant, justement, c'est lui qui va dans les bibliothèques, lire les livres, chercher des documents sur Internet, etc. C'est-à-dire puiser dans ce savoir savant, quel que soit le type de document, audiovisuel, écrit,
livres, etc. Et puis chercher ce qui peut être enseigné pour bien sûr le donner à ses élèves ou ses étudiants. Mais comment se passe cette transposition didactique dont parlent Guy Brousseau et Yves Chevalard par exemple? C'est justement en créant des situations problèmes qui donneront aux connaissances requises chez un apprenant le goût bien sûr de l'apprentissage. On ne fait pas que photocopier des passages et les donner aux étudiants, mais il faut quand même mettre cela dans une situation didactique, authentique pour favoriser l'apprentissage. Donc finalement, la didactique ne s'oppose pas vraiment à la pédagogie, mais tout simplement, elle va au-delà de la pédagogie. Elle inclut quelque part la pédagogie. Alors, on arrive à la méthodologie du travail en didactique. Comment faire, bien sûr, une recherche en didactique? Donc, la didactique étant une science humaine, donc la méthodologie qui s'applique aux sciences humaines s'applique notamment en didactique, donc les différentes étapes théorisées et édifiées par les chercheurs, comme par exemple Angers. Donc Angers, parle un peu de critères pertinents pour faire une recherche en sciences humaines. Premièrement, l'intention du chercheur. Il faut savoir sur quoi je veux travailler en tant que chercheur. Est-ce que je veux faire une recherche fondamentale ou appliquée? Là, ça, c'est la première question à se poser. Fondamentale, c'est-à-dire que je vais privilégier les connaissances au détriment de la pratique. Ou bien, je veux faire une recherche appliquée. À ce moment-là, je vais étudier un phénomène en classe, par exemple, pour proposer des recommandations, des solutions pour améliorer l'apprentissage. Donc, deux types l'intention est très importante. Ensuite, la visée de la recherche, le but de ma recherche. Je veux juste décrire un détail, classer des éléments, trouver un ordre, expliquer des liens de causalité, et bien sûr, en suivant tout le processus, observation dont on a parlé hier, description, hypothèse, etc. Comprendre un phénomène à travers un questionnaire, comparer des éléments de nature similaire, on appelle ça la visée comparatiste, ou des éléments de nature différente, on appelle ça, bien sûr, la visée contrastive. Donc, je dois connaître la visée. Pourquoi je vais faire cette recherche? Autre critère relevé par Angers, c'est le prélèvement. Alors, le prélèvement, c'est quoi? C'est pas le prélèvement de sang, mais il détermine un peu le choix du chercheur. C'est-à-dire, vais-je faire une recherche quantitative ou qualitative? Et pour cela, je vous invite à lire le livre de Guibert et Jumel, publié en 1997. Alors pour récapituler, la recherche qualitative, que je pense que vous connaissez, mais peut-être moi je vais essayer de l'appliquer à la didactique. Cette recherche qualitative vise à comprendre ou à expliquer un phénomène et lui trouver des significations sociales et culturelles. Donc je ne cherche pas à trouver des chiffres, des statistiques, etc. Mais c'est surtout, bien sûr, des significations. Les résultats d'une recherche qualitative ne peuvent pas être généralisés. D'accord? Les chiffres qu'on obtient, même si 6 chiffres il y a, ne sont pas pris comme, ils sont pris comme exemple dans le meilleur des cas, juste à titre d'exemple, et non pas comme règle à suivre. Par exemple, je peux travailler sur des sujets comme le comportement en classe. C'est un sujet aussi didactique. Donc, si je trouve que les comportements de 10 classes observées, les élèves sont agressifs, je ne peux pas généraliser cela sur tous les établissements. Donc, ça reste un cas particulier. La recherche qualitative est aussi liée à la notion de terrain, travail de terrain. D'accord ? Vais-je travailler d'une manière assez, assez longue, sur une longue période? À ce moment-là, c'est un travail de terrain investi.
ou bien juste un travail qui se réduit à quelques rencontres. À ce moment-là, on appelle ça un travail de terrain effleuré. Hein? Comme le fait, par exemple, quand je fais un sondage, hein, un micro-trottoir, etc. Donc, à ce moment-là, on peut parler aussi de terrain macro-sociologisé. Ça veut dire que, bon, quand le chercheur fait un sondage, il n'est pas vraiment très investi. Il peut faire un sondage sur n'importe quel phénomène qui ne le concerne pas nécessairement. D'accord ? On passe maintenant à la recherche quantitative et expliquer l'intérêt de la recherche quantitative qui repose un peu sur l'analyse des statistiques. Donc, qui dit quantitative dit chiffre. Ok ? Donc, je fonde ma recherche sur des données particulières, mais j'ai des règles à suivre. Je dois avoir un échantillon d'au moins 30 personnes ou 30 cas, pas moins. Ok ? Et si l'on croit Berthier, dans son livre publié en 1998, on peut aller jusqu'à 100 personnes ou 100 cas dans l'échantillon pour que ça soit justement représentatif d'une population. Comme ça, si je donne une recommandation, elle a une valeur. Okay? Tout dépend de la grandeur de l'échantillon. Cela ne veut pas dire que ce sont des méthodes étanches. Elles peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que je peux associer la recherche quantitative et qualitative en même temps. Je peux les combiner. Tout dépend de mes objectifs de recherche. Alors, autre critère très important dans la méthodologie, c'est celui du site choisi, surtout pour quand c'est un peu le sujet est un peu de terrain et quand je ne vais pas me baser sur les documents, mais je vais me baser sur l'observation d'un phénomène quelconque. Alors, la population échantillonnée dans le cadre d'une recherche globale, ou bien c'est une étude de cas. Je dois savoir ce que je fais un échantillon global ou je vais étudier cas par cas. Angers parle dans ce sens d'échantillons probabilistes. Probabilistes, oui. Alors, cet échantillon probabiliste, on l'utilise surtout dans le sondage, quand il y a, par exemple, un échantillon de plus de 2000 personnes ou plus de 2000 cas. Les échantillons peuvent être empiriques. Propre à la recherche qualitative, quand par exemple les chiffres ne sont pas vraiment déterminants, mais les objectifs de la recherche et le temps dont on dispose pour le faire, si on a le temps pour faire une recherche qui s'étale sur 1 an, 2 ans, etc. Autre question très importante et critère, c'est la question des variables, hein, dans une recherche en sciences humaines. Donc la question des variables concerne un peu le choix de l'échantillon et celle des valeurs que les variables peuvent prendre. Qu'est-ce qu'un variable? Un variable est une caractéristique de l'objet d'étude. Donc, je vais étudier une personne, un livre, un établissement, autre chose. Je dois choisir le variable. D'accord? Les variables chez les personnes, par exemple, peuvent être, si j'ai choisi de travailler sur une personne, alors les variables seraient le sexe de cette personne, l'âge de cette personne, la race, etc. Donc c'est moi qui fixe les variables. Et je dois vérifier et tester, contrôler ces variables dans une recherche quantitative. Des fois, les variables peuvent être binaires. Par exemple, quand je dis le sexe, ça peut être soit masculin, soit féminin. Même si Butler parle du 3e genre maintenant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le chercheur devra les regrouper. Okay? Je peux travailler par exemple sur un sujet, l'apprentissage d'une langue. Quelles seraient les variables? La motivation de l'élève, sa prédisposition à l'enseignement, ses conditions sociales. Donc je peux choisir autant de variables que je veux. Il y a des variables qui sont individuelles pour chaque personne et d'autres qui sont microsociales, voire macrosociales. Ça dépend. On parle aussi de variables dépendantes ou indépendantes, surtout dans les recherches expérimentales. On peut également parler de variables intermédiaires. Alors, par exemple, le niveau social est une variable d'un élève ou d'un étudiant, est une variable indépendante. Influence-t-elle la réussite de l'étudiant?
Le niveau social, est-ce qu'il... Ça peut être une problématique. Est-ce que le niveau social... Oui. Donc, richesse, moi je termine parce que j'ai fait cela très vite. Alors, conseil. Moi je vous conseille de ne pas trop détailler les variables. D'accord? Parce que dans tous les cas, on ne peut jamais être exhaustif. Okay. Autre paramètre à prendre en compte, c'est un peu la recherche portera-t-elle sur une seule discipline? À ce moment-là, ça va être une recherche disciplinaire. Portera-t-elle, par exemple, sera-t-elle menée par plusieurs chercheurs? Des fois, on travaille en binôme, en trinôme, en quatuor, etc. Et chacun vient d'une discipline particulière. Donc, à ce moment-là, on parle de recherche pluridisciplinaire. La recherche peut être interdisciplinaire. Ça veut dire que les chercheurs de différentes disciplines travaillent en commun pour concevoir une seule recherche, un seul produit. La recherche aussi, enfin, peut être transdisciplinaire, le cas de la communication de professeur Larbi, c'est-à-dire qu'un seul chercheur fait appel, convoque plusieurs théories pour mener à bien sûr, sa recherche. Alors, il me reste les types et méthodes à utiliser. La posture de chercheur, il peut être un observateur, un enquêteur, un chercheur désengagé. Enfin, l'enquête, il y a... Bon, parce qu'on me dit 2 minutes, donc je ne peux pas, je dois donner le modèle. Je passe à la conclusion pour ne pas trop empiéter sur le temps de mes collègues. Donc, en somme, le chercheur en didactique doit cibler sa recherche pour déterminer la méthode idoine à apprendre, bien sûr, dans son cheminement argumentatif. S'agit-il pour lui d'aboutir à des statistiques? Est-ce qu'il veut aboutir à des statistiques? Ou bien il veut aboutir à un contenu? Ou bien les deux? Donc il doit savoir cela avant d'entamer, bien sûr, la recherche. Ses objectifs doivent être tracés au préalable. Il doit avoir un carnet de bord, une feuille de route, poursuivre et ne rater bien sûr aucune étape et aboutir à un résultat fiable que sa recherche va pouvoir entériner. Et voilà, je vous remercie. Eh bien, je ne vais pas récapituler parce que j'ai tout dit, mais on verra pour le débat, si on a le temps, et à ce moment-là, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc, pour revenir à la casquette de modératrice, alors on enchaîne toujours notre hommage au professeur Bouchiche, présent ici même avec nous, en donnant la parole à M. Bouraï Mounir, qui nous vient de l'ENS de CNES, avec une communication qui s'intitule « La recherche scientifique en sciences du langage. Quelle démarche et quels outils ?» La parole est à vous, chers collègues. Merci, Madame la modératrice. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque international. Je dirais des efforts déployés pour la tenue de cette prestation scientifique, et comme vous connaissez tous, dans ces conditions vraiment difficiles et compliquées. Alors, je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Alors, pour contribuer à cette manifestation par, je dirais, une intervention qui s'intitule « La recherche scientifique en sciences du langage, quelles méthodes et quels outils d'investigation ?» Alors, pour aborder ce thème, j'avais l'intention de projeter, mais vu que vraiment il y a contrainte de temps, je vais vraiment me consacrer à présenter quelques points pertinents de ma recherche, malgré que vraiment une recherche de terrain qui s'appuie sur l'enquête de terrain, pour la présenter, ça a besoin de plus de 30 minutes, mais malheureusement, c'est pas vraiment, on n'a pas les conditions. Alors, pour aborder ce thème, ma présentation est composée de 5 points. Je vais vraiment les réduire à 3. Alors, tout d'abord, on doit présenter, parce que là, malheureusement, là, dans une présentation, ça doit suivre la méthodologie de recherche. Parce que là, on est devant des étudiants, des collègues, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner l'exemple. C'est comme, je dirais, madame a déjà évoqué avant moi. Mais malheureusement, je dirais, vous allez nous excuser. Hein. Voilà. Alors, je vais vraiment me limiter à 3 points. Je vais commencer par la problématique et les questions de recherche qui m'ont guidé
tout au long de cette étude. Bien évidemment, je vais évoquer la méthodologie que j'ai adoptée pour collecter les données. Et vers la fin, avant la fin, je vais dévoiler les résultats les plus probants, avec les interprétations évidemment. Et pour terminer ma présentation, je vais vous donner, je dirais, quelques solutions. En tant que chercheur, on doit suggérer quand même des solutions pour résoudre certains problèmes rencontrés par les étudiants au niveau de la recherche scientifique. Alors, la problématique qui tisse la toile du fond de mon étude est la suivante. Avec la complexité et la surdétermination des phénomènes linguistiques, y a-t-il une méthodologie de recherche favorable pour mieux mener l'action scientifique en sciences du langage dans l'espace universitaire au Maroc? De cette problématique se dégagent les deux questions de recherche suivantes. Au cycle supérieur au Maroc, comment les étudiants peuvent bénéficier de la complémentarité des connaissances en sciences du langage pour mieux mener leur recherche scientifique? Deuxième question, comment procèdent-ils concrètement, c'est-à-dire au niveau théorique et pratique, pour réussir la rédaction de leur projet de fin d'études? Alors, je passerai directement parce que j'avais prévu de donner le cas théorique qui s'est basé sur un ouvrage que j'ai trouvé intéressant et une théorie intéressante aussi, dans Guba et Yovda Lincoln. Alors, c'est un ouvrage en anglais, Competing Paradigms Research, publié en 1991, alors qui considère la recherche scientifique comme un investissement discipliné, se déterminant par deux orientations majeures. La première, il faut appliquer au phénomène linguistique la rigueur méthodologique des sciences naturelles, et là c'est une orientation d'origine rationaliste. Une autre orientation, alors qui incite qu'il faut plutôt adopter une démarche naturelle ou qualitative, et là c'est d'origine naturaliste. Alors au niveau méthodologique, alors mon étude qui se veut aussi bien quantitative, c'est comme là on a déjà vu, déjà entendu, alors que qualitative, a choisi le contexte de l'enquête, les méthodes et les techniques suivantes. Voilà, pour le contexte de l'enquête, alors j'ai choisi le lieu, j'ai fait mon étude à la faculté pluridisciplinaire de Rachidia, qui est attachée à l'université de Boulesmaïn de Meknes. Alors la population cible, alors j'ai choisi des étudiants inscrits en filière études françaises et études anglaises et préparant leur PFE, on est 6, et étudiants inscrits en deuxième année master et préparant leur mémoire. Le total était de 263 étudiants entre licence fondamentale, licence professionnelle et master. La période était vers la fin, c'est-à-dire en semestre 6, l'année universitaire précédente 2020-2021. Alors dans cette partie méthodologique, le deuxième volet est consacré pour les méthodes et techniques d'investigation, et j'ai opté pour 3 outils d'investigation. L'observation premièrement, et l'observation qui a duré entre 2 à 3 mois, et qui a visé vraiment à observer le comportement de ces étudiants, alors qu'ils sont en train de préparer leur projet de fin d'études. Alors ce que j'ai constaté, c'est que ces individus développent presque les mêmes comportements, à savoir, je vais vraiment résumer certains, l'incapacité de choisir un sujet pertinent, l'incapacité de formuler correctement la problématique, voire les questions de recherche, la non-disposition d'un éventuel méthodologique pour pouvoir adopter n'importe quel sujet de recherche. Concernant le questionnaire, alors je l'ai créé, administré sur Google Forms. Alors j'ai distribué 263 comme c'est le nombre des étudiants, mais ce que j'ai collecté, alors 201 copies de 183 valides et 18 qui ne sont pas valides. Alors ce questionnaire a été composé de 4 rubriques. Je dirais par la carte identitaire, la première rubrique dans laquelle on trouve des variables de sexe, de filière et les autres variables. On a trouvé une rubrique autour de la recherche scientifique de façon générale, une autre sur les méthodes, et la dernière sur, les techniques et les outils d'investigation. Alors maintenant, on passe directement à la présentation de certains résultats, obtenus. Et pour cette raison, je vous ai choisi quelques questions, quelques réponses, et j'ai choisi les plus pertinentes, parce que le questionnaire est composé de 31 questions, mais alors là, pour la collecte, j'ai choisi certains qui sont pertinents, vu qu'on n'a que 10-15 minutes pour présenter ce travail. Alors la première question, c'était la 6e. Alors, voilà. C'est bien.
Alors, le sujet de votre PFE ou de votre mémoire est-il de votre choix, imposé par votre encadrant, suggéré par votre encadrant, autre? Alors, la grande surprise était 90% des réponses ont choisi imposé par l'encadrant. Et on va discuter ça. Et 8% de mon choix et 2% suggéré. Alors là, je vais expliquer pourquoi imposé et suggéré. Alors, une autre question, comment avez-vous procédé pour formuler vos hypothèses de recherche? Alors, j'ai obtenu 66% des hypothèses découlent simplement de nos connaissances générales que l'on possède autour, je dirais, du sujet. 21% des réponses ont répondu par, je dirais, les hypothèses sont le résultat de nos premières lectures. Et la dernière, c'était 13%, on ne sait pas. On a écrit, on a cherché, on a écrit une problématique, mais on ne sait pas vraiment comment on l'a formulée, comment on l'a fait. Alors, voilà. Une autre question, quelle place occupe la théorie dans votre travail de recherche? Alors, est-ce que c'est, vous élaborez avant, je dirais, la partie pratique, après l'élaboration de la partie pratique, au fur et à mesure de la partie pratique, autre? Et pourquoi? Alors là, j'ai reçu, alors là, c'était, je dirais, presque, même si ce n'est pas la seule méthode qu'on peut suivre, alors presque 96% des réponses ont choisi avant l'élaboration de la recherche, c'est-à-dire on élabore la partie théorique après, même si ce n'est pas la seule méthode, comme vous savez. Alors parmi les questions, je dirais, que j'ai posées, alors là, voilà. Avez-vous vérifié vos hypothèses de départ? Oui, non, je ne sais pas. Alors si oui, comment avez-vous procédé? Alors pour le oui, on a obtenu seulement 2%. On termine le travail, on ne vérifie pas les hypothèses. Le non, 73%, et je ne sais pas, 25%. Alors même ceux ayant affirmé un grand oui, c'est-à-dire les 12%, alors ils n'ont pas donné correctement comment ils ont procédé, ils se limitent à dire, on a comparé les hypothèses émises avec les résultats, et c'est comme ça qu'on a fait. Alors pour les méthodes, alors j'ai posé la question, pour réaliser votre PFE, avez-vous opté pour des méthodes quantitatives, pour des méthodes qualitatives, ou pour les deux en même temps, justifiez votre réponse. Alors 66% qui sont pour l'exploitation des méthodes quantitatives. Et ils vont vraiment justifier leur réponse par, je dirais, ces méthodes nous permettent de vraiment de donner le maximum, de collecter le maximum de données d'une façon précise, objective. Alors pour, je dirais, les méthodes qualitatives, c'était 21%, et ils ont répondu parce que ces méthodes, je dirais, leur donnent la possibilité de sélectionner les informations qui les intéressent le plus. Alors pour les derniers, on a travaillé parce qu'ils ont dit que vraiment ajouter l'outil agréable, et ça c'est bénéfique, je dirais, de travailler de façon quantitative et qualitative, et c'était 16% seulement. Je passe directement à l'interprétation, alors, et les suggestions. Alors de ces résultats découlent les interprétations et constats suivants. Des sujets, des PFE des mémoires, et dans la plupart des cas imposés par l'encadrant, cela ne laisse pas une marge de liberté aux étudiants et câble leur créativité. Même si ça ne va vraiment pas satisfaire certains de mes collègues, mais c'est la réalité. Alors les étudiants ignorent partiellement et parfois totalement les éléments de la méthodologie de recherche, surtout ce qui concerne l'aspect technique et pratique. Un autre constat, ils n'arrivent pas à formuler convenablement les hypothèses de recherche et se limitent ainsi à formuler des hypothèses d'ordre général, le produit de leur simple lecture qu'ils ont faite autour du sujet. Alors les derniers, concernant le choix des méthodes, une grande partie des étudiants recourent aux méthodes quantitatives à cause de leur précision, leur objectivité et des avantages qu'offre l'emploi des statistiques et des pourcentages. Dans ce cadre, on remarque une préférence particulière à l'exploitation des méthodes et surtout la méthode quantitative d'enquête et de sondage. Alors, arrivons au bout de ma présentation, je ne pourrais pas vraiment achever sans aborder les suggestions pour contribuer à l'amélioration de la recherche scientifique en sciences du langage au Maroc. C'est pour cette raison que je présente ici devant vous 3 suggestions que j'ai trouvées pertinentes. Alors, la première,
mettre l'accent sur la complémentarité des connaissances qu'il existe entre les sciences du langage. Parce que si on parle de la méthodologie de recherche, ça ne concerne pas vraiment telle discipline ou une autre, mais on doit travailler dans cette complémentarité des sciences. Et on doit vraiment, je dirais, cette interdisciplinarité, on doit vraiment mettre l'accent sur ce point-là. Autre chose, intégrer le module méthodologie de recherche dès le premier semestre, parce qu'on voit vraiment, on le laisse vers la fin de la formation, et c'est comme on prépare, parce qu'on ne prépare rien. L'étudiant, il a un simple module vers la fin de la formation, et ça ne va pas l'aider vraiment à améliorer ses performances, ses compétences au niveau, je dirais, de la recherche scientifique. Ce qu'il faut, c'est intégrer dès le premier semestre ce module de méthodologie, et en plus de ça, vraiment les inviter à élaborer dès la première année des mini-projets, c'est-à-dire pour les préparer en avenir. Choisir des sujets visant l'amélioration de l'action scientifique. Au Maroc, toutes les méthodes et toutes les techniques doivent concourir à cette mission. C'est-à-dire même le choix, aussi bien de la part des étudiants que de la part des professeurs encadrants, on doit choisir des sujets de qualité. On ne va pas choisir n'importe quoi afin d'améliorer, je dirais, la recherche ou l'action scientifique. Et merci. Merci. J'ai fini vraiment d'être conçu précis. Vous m'excusez. Merci, professeur Bouraï Mounir qui nous vient de l'ENES de NES avec sa communication intitulée La recherche scientifique en sciences du langage, quelle démarche et quels outils. Ce qu'on a bien aimé dans votre communication, c'est qu'elle émane d'une expérience personnelle dans la recherche. Donc vous êtes basé, on a vu M. Bouraï Mounir, le chercheur, plus que bien sûr l'intervenant. Vous avez exposé les outils, les méthodes, les résultats, la vérification des hypothèses, bref, toutes les étapes d'une recherche en sciences humaines. Et bien sûr, j'invite mes collègues à prendre compte des résultats de votre recherche et de vos préconisations. Donc, juste pour rappeler à l'assistance que nous avons eu des ordres de terminer à midi, nous avons 3 intervenants. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas, il faut aller à l'essentiel. Sentez tout ce qui est définition, tout ce qui est... Et dites-nous juste le message important de votre communication. Nous vous donnons 7 minutes chacun pour laisser au moins 5 ou 10 minutes à la fin pour le débat. Voilà, merci. Alors, je donne la parole à ma collègue Wafa Benzina de la Faculté des lettres et des sciences humaines avec sa communication méthode qualitative et quantitative en linguistique de corpus. Voilà, merci, la parole est à vous. Merci Madame la modératrice. Je vous promets que je serai très brève et très concise. Voilà. Je vais tout mettre aux ordres des supérieurs. D'accord. Donc, ma communication intitulée méthode qualitative et quantitative en linguistique de corpus porte sur les méthodes qu'on peut exploiter pour l'analyse de corpus. D'abord, la linguistique de corpus, c'est une branche de la linguistique qui a comme objet d'étude des données obtenues à partir de corpus. Donc, puisque je vais sauter les définitions. Donc, le corpus, en général, c'est un ensemble de textes qui peuvent être oraux ou bien écrits. Donc, on peut travailler sur des textes écrits comme sur des textes oraux. Voilà, donc voilà pour l'objet de la linguistique de corpus qui est une traduction d'abord de l'anglais, corpus linguistique. Alors, mais d'abord, il faut distinguer la linguistique sur corpus de la linguistique de corpus. Donc, quelle est la différence entre ces deux disciplines? La linguistique de corpus, elle a comme objet d'étude des corpus lexicographiques, comme des corpus lexicographiques ou bien des corpus phrastiques. Donc, les corpus lexicographiques sont les ensembles de mots qui sont destinés au traitement automatique des langues. C'est-à-dire surtout pour la confection des dictionnaires.
Alors que les corpus phrastiques sont l'ensemble de textes ou bien surtout de phrases qui sont établis par les linguistes pour des fins de recherche. C'est-à-dire là, on parle de phrases qui ne sont pas dans leur contexte, mais seulement des phrases qu'on peut dire même superficielles, des phrases de laboratoire. Alors que dans la linguistique de corpus, il s'agit, donc le linguiste, on le fait sortir un petit peu de ce laboratoire. Ce n'est pas lui qui élabore lui-même ses phrases et son corpus, mais son corpus, il est tiré de son contexte naturel. Qu'est-ce qu'un contexte naturel? C'est-à-dire, on peut travailler soit sur des conversations radiophoniques, des conversations dans un cabinet de médecin, d'un dentiste, on peut travailler sur des textes littéraires, que ce soit des corpus romanesques, des corpus de théâtre ou bien d'autres types de textes. Mais les textes sont dans leur, on respecte ici le contexte naturel des mots en tenant en considération les situations de communication particulières. Donc il y a ici le respect des situations de communication. Alors je passe maintenant. Alors comment peut-on choisir un corpus? D'abord un corpus doit être le résultat d'un choix qui est dicté d'abord par les hypothèses du chercheur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut démontrer. Deuxièmement, quels sont ses savoirs de départ, c'est-à-dire toutes les données dont il dispose pour vérifier ses hypothèses. Et enfin, le domaine d'inscription de l'objet, donc de l'objet d'étude, le domaine qui peut être soit, on peut travailler soit dans le domaine de la sémantique, la syntaxe, la lexicographie ou bien le lexique ou bien le domaine de la psycholinguistique qui va être présenté par ma collègue Hanan. Alors, donc tout corpus normalement doit obéir à un certain nombre de critères. D'abord, il doit obéir au premier critère qui est la représentativité, c'est-à-dire que le corpus retenu doit référer à un ensemble. C'est-à-dire, là, je vais travailler sur quelques textes, mais c'est l'ensemble de la langue peut-être qui peut être visé. L'ensemble, il est plus large. C'est comme lorsqu'on travaille dans le domaine de la statistique, l'ensemble, c'est la population. On prend un échantillon et l'ensemble, c'est la population. Et ici, l'ensemble, c'est la langue. Deuxième critère, c'est la pertinence. Bien sûr, le corpus doit être en adéquation avec mon objet d'étude. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un décalage entre l'objet d'étude et l'objectif de l'étude et le corpus. Troisième critère, c'est l'homogénéité. Alors, c'est-à-dire que je dois avoir un ensemble d'éléments constants. Par exemple, je peux choisir des personnes du même profil. Si je veux travailler sur le parler d'une région, donc je dois choisir des personnes qui habitent dans cette région-là. Donc il doit y avoir une certaine homogénéité concernant les échantillons choisis. Et enfin, la cohérence, c'est-à-dire par rapport aussi à la problématique. Donc, je passe aux méthodes relatives. Donc, vous avez déjà présenté quelques méthodes qualitatives, donc l'observation, participante, non participante, l'entretien, donc les types d'entretien et tout ça. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de présenter les méthodes quantitatives. Alors, pour l'analyse des contenus, lorsqu'on fait une observation ou bien des entretiens, dans un corpus, le travail sur corpus nécessite la transcription de ce corpus. Lorsqu'on a un corpus oral, on doit le transcrire parce que en linguistique de corpus, la base du travail, c'est l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que les données qu'on obtient à la fin, on doit les transcrire et les transformer en base de données. Et c'est sur ces bases de données qu'on va travailler par la suite et qu'on peut exploiter soit en faisant des analyses syntaxiques, lexicales ou même des analyses thématiques, travailler sur la thématique de mon corpus. Alors, en ce qui concerne les méthodes quantitatives, c'est-à-dire comment exploiter mon corpus de façon quantitative en utilisant bien sûr des outils informatiques, c'est-à-dire des logiciels qui relèvent de la linguistique quantitative.
Alors, les méthodes quantitatives, par exemple, donc c'est une discipline. J'ai bien de commencer. Bon, d'accord, c'est comme vous voulez. D'accord, donc je vais citer seulement quelques exemples de logiciels qu'on peut exploiter pour analyser un corpus. Alors, pour analyser un corpus, je peux travailler soit sur sa structure, la structure du vocabulaire, ou bien sur son contenu, le contenu de ce corpus. Pour la structure, on peut étudier la fréquence des mots, c'est-à-dire quels sont les mots les plus fréquents. On peut étudier les impacts, c'est-à-dire les mots qui sont employés une seule fois. On peut se demander pourquoi tel ou tel auteur, si je travaille sur un corpus littéraire, pourquoi il a choisi de n'évoquer ce terme qu'une seule fois dans son corpus. Il faut chercher les causes. Et la richesse lexicale, c'est-à-dire lorsque toujours le travail, il est comparatif. On compare plusieurs textes peut-être d'un même auteur. Alors, pour voir quel est le texte qui comporte le plus de mots différents. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'est le texte qui est le plus riche de ce corpus. On peut travailler aussi sur l'accroissement lexical de cet auteur, sur son évolution, comment son lexique a-t-il évolué à travers le temps, c'est-à-dire depuis la création de sa première œuvre jusqu'à la fin de son œuvre ou bien de sa vie littéraire. Concernant le contenu lexical, on peut voir la connexion entre les textes, on peut voir le vocabulaire spécifique et voilà, donc afin de voir le profil stylistique d'un auteur. Et par la suite, je dirais que les deux méthodes se complètent pour enfin, oui, ils se complètent. Bien sûr, lorsque je travaille sur les méthodes qualitatives et je vois le contexte d'un terme, bien sûr, c'est le travail qualitatif, c'est l'observation, et ensuite c'est le quantitatif pour voir le style d'un corpus. Et voilà. Donc merci. Merci beaucoup, cher ami Wafa, pour cette communication très pertinente. Justement, l'intérêt des communications, c'est donner goût à la recherche. Donc, il ne faut pas se contenter, bien sûr, d'écouter tout ce qu'on dit, mais l'essentiel, c'est de continuer la recherche chez vous. Je parle bien sûr aux étudiants, sur les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, toujours dans la contrainte du temps, je prierai mes collègues de faire très très vite parce qu'on n'a plus de temps. Contentez-vous de présenter votre plan et de l'expliquer oralement. Donc, je commence par madame. Ah, tu dois te déplacer. Donc, toi, tu es déjà installé? Alors, voilà. Donc, c'est question de logistique. Hein. Donc, puisque Sehmed est déjà installé, donc nous allons passer à une communication maintenant en anglais du professeur Ahmed Chouari de la fac des lettres de l'UCNES. Thesis writing, doing literature review. Please, Ahmed Chouari. Right, good morning, everyone. To respect the constraints of time, I will be very quick. I start with very quick, of course, to the point. Nice. I start with some just a reaction to what Sibur said concerning his findings that he found very, very surprising. And for me, these are not very surprising because out of experience, I have been teaching research methods for more than 10 years. And then, out of observation, what I can notice is that it's very, very normal in this context to have such problems. Why? It's not to blame the students for what they have. The students are not well trained to conduct research, scientific research within the academia because of many things. At the undergraduate level, you do not have enough, I would say, training, enough lessons, enough courses to have what we call hands-on experience on how to conduct whether quantitative, qualitative, or mixed methods. Okay. When we say quantitative, we know that we need at least two very important things. Basic knowledge of statistics and how to conduct what we call statistical tests, and how to develop their hypotheses, and how to collect the data.
using different, I would say, sampling strategies, using different tools and instruments such as questionnaires. So as to be quick again, concerning qualitative again is very demanding. We know that it's not the same as quantitative, and there are types like narrative, like historical one, like I would say phenomenology, etc., etc. Mixed methods, it's more demanding. Now, whether you are doing quantitative, qualitative, or mixed methods, all of these, you have to, it's a must to conduct what we call a research for the literature and to write a chapter that is called literature review. I will be quick and I will go to those necessary practical things. So I will skip a lot of things, but I would say that the review of the lit is important at two levels for you as a researcher, to find a gap and to show that you are original. Your work is yours. It's not just, I said, suggested by someone else or plagiarism or whatever. Then, for the readers, to show the relevance of your topic and to show the foundations, the theoretical ones at the level of theory, of course. Now, one of the important books that I advise everybody to have a look at, this is a very recent book, 2021, and it's all about how to write a review of the lit. Very, very important, very, very interesting. To tell you the truth, I just got the book some 3 or 4 days ago, so I'm still reading that book. Now to go to, I would say, writing a review of the lit, you have to start with a very basic thing, which is search for the literature via the internet, via databases, via the library, asking your friends, asking your colleagues, asking your teachers. They can give you a lot of insights. One article can give you so many things. You go to the reference list and you find so many things that can guide you to so many other things. And focus on those, I would say, sources that are repeated here and there. Because you know that these are the most important ones. These are what we call state of the art. These are the things that you need to focus on. Now, I will go to very basic things. I would say rules of the thumb. Now, if you want more information, this is a very important book. So why I say very important book? Because it gives you what we call guidelines, some very important pieces of advice on how to do a research and how to write a review of the lit. Guideline number 1, start your literature review. When you are writing it here, I am at the stage of writing. Start with a very basic introduction at the very beginning and do it like sort of roadmap, sort of thesis statement to the reader. Section number 1 will be about this, section number 2, section number 3 you see here, you have 4, and the 5th one is the last stage. Guideline number 2, it should be selective. Do not write everything, do not include everything. Go and include the things and scholarly articles or books that are connected to your topic, very pertinent to your topic, very informative, very important. Guideline number 3, cite those sources that deal with every key variable. If you are using variable, Professor Hind spoke about variables. If you do not know that, at least a variable has 4 levels: identity, order or category, then interval or ratio. If it's number 1, it's easy. If it's number 2, it's more complex. But as you move to number 3, you find out this is more demanding, because in there you are working with numbers, you are working with more statistical, I would say, tests, more complicated, like ANOVA, t-test, regression, etc. Guideline number 4, pay more attention to articles dealing with more than one variable, because in there they show complexity. Guideline number 5, the literature, if it is thin, say so. And just for the sake of information, if you are using a quantitative study, your literature is substantial normally, but if it's qualitative, it's somehow limited. Okay? Because qualitative is more on finding experiences, I would say personal experiences, subjective reality, etc. Guideline number 7, point out to the trends and themes of the literature, the basic topics, the basic themes. Point out to the gaps in every, I would say, source or every study. Guideline number 9, point out how the current study, your study, offers what we call some, I would say,
analysis and some answer to what has not been done before. Guideline number 10, your literature review should be in the form of an essay. And here is an example. It should be systematic with one section leading to another, with subsection, etc. It's not just putting everything together. And that can be what we call reader-friendly. It can show the reader those, I would say, things that he or she needs to go to, not to read everything at the end. Now, guideline number 11, discuss theories that have relevance to your study. And here is an example. Guideline number, the last one, number 12, use the case. It means make it short and simple, or short and sweet. Thank you. For more information, you have. Merci beaucoup, professeur Choueri, d'avoir respecté le temps imparti. Bien sûr, vous avez rappelé la recherche quantitative, qualitative, etc. Vous êtes adressé en anglais, bien sûr, avec à vos étudiants. On vous remercie beaucoup. Donc nous passons, parce qu'on n'a plus le temps, nous passons tout de suite à notre collègue Khtar, je pense. J'espère ne pas me tromper de nom. Hanal Khtar, bien sûr, qui nous vient de Fès. Et dans la communication s'intitule Méthode et méthodologie dans les études psycholinguistiques. Donc, à notre versant du domaine de la linguistique. La parole est à vous. Merci, Madame la modératrice. Donc, je vais être très rapide. Je vais commencer tout d'abord par une définition et objectif de la psycholinguistique, qui est un domaine interdisciplinaire d'études qui utilise la contribution de différentes disciplines telles que la neuropsychologie, la psychologie cognitive, la linguistique et en général les sciences cognitives. Pour ce qui est des objectifs, le premier, c'est déterminer la nature et l'organisation des processus cognitifs et des représentations, telles que celles qui sont employées pour lire, écrire et comprendre. Deuxième objectif important, c'est savoir si ces processus et représentations varient selon des variables bien spécifiques, à savoir par exemple le sexe, l'âge, l'état psychologique du sujet parlant. Troisième objectif important, c'est remédier à certains problèmes en apprentissage des langues, comme par exemple en lecture, la dyslexie, en expression orale, la compréhension, comme la dysphasie, etc. Pour ce qui est des méthodes psycholinguistiques, la première méthode est celle utilisée dans les recherches fondamentales en laboratoire, par exemple via des techniques neuro-électrophysiologiques comme la neuroimagerie, l'imagerie par résonance magnétique, fonctionnelle, etc. Deuxième type de méthode, c'est l'observation du comportement naturel, c'est-à-dire suivre le phénomène naturel de la communication dans son déroulement naturel pour en extraire, par exemple, des erreurs, des lapsus, des hésitations, des pauses. Et c'est ce qu'on appelle la méthode dynamique contextuelle. La troisième méthode, c'est la simulation informatique, qui est tout simplement l'utilisation de modèles computationnels qui permettent de simuler des performances sur PC, bien sûr. Troisième méthode, c'est la réalisation de tâches et c'est en recherche appliquée. Des tâches telles que la mesure des temps de réaction dans les tâches telles que la décision lexicale, l'amorçage, le calcul syntaxique, qui est tout simplement le temps important pour l'analyse grammaticale d'une phrase. Deux grandes catégories qui se présentent dans les recherches psycholinguistiques. Tout d'abord, les indices neurophysiologiques, je passe parce que ça n'intéresse pas le linguiste, mais plutôt je vais m'attarder sur les indices comportementaux qui sont justement des variables dépendantes dans les recherches. La première, c'est les productions et les temps de production, qui sont des productions, par exemple, de l'écriture sur une tablette. Les temps de lecture qui nous renseignent sur la vitesse de traitement global d'un texte, les temps de réaction qui par exemple se
se font apparaître dans des tâches de décision lexicale, tâches de dénomination, tâches de décision catégorielle et ainsi de suite. Et finalement, l'activité oculomotrice, c'est-à-dire mesurer le temps de fixation de l'œil sur le mot au moment de la lecture, et aussi le temps qui lui fait passer le lecteur d'un mot à un autre. Je vais passer sur ça pour arriver à la méthodologie scientifique. Je vais passer également, sûrement mes collègues hier ont parlé de ça. Il y a la méthode, la démarche opéra, qui consiste surtout à agir sur un milieu, par exemple en didactique des langues. On observe un problème de lecture ou autre et on utilise une démarche opéra pour enfin agir. L'autre démarche qui est également une démarche pour l'écriture d'un article scientifique, à savoir la démarche IMRAD, qui commence des questions de départ et de l'hypothèse et de la problématique en général pour arriver à la fin, pour savoir si l'hypothèse avancée a été infirmée ou confirmée. Mais peut-on se fier vraiment aux résultats obtenus dans de tels types de méthodes? La question est non, justement. Il y a une autre démarche qui est suivie en France dernièrement et qu'on a suivie dans des thèses de doctorat à Fès, c'est l'essai randomisé contrôlé. Et donc, par exemple, je vais prendre comme exemple une expérimentation d'une nouvelle méthode de lecture en didactique. Ces recherches-là, ils ont montré certaines hypothèses que les chercheurs ont appelées des hypothèses alternatives et donc qui falsifient en quelque sorte les résultats obtenus. Par exemple, si on expérimente une méthode de lecture avec des élèves, est-ce que vraiment ces élèves-là, ils ont vraiment progressé ou bien ils étaient au début de bons éléments? Et donc, les scientifiques ont été obligés de prendre des mesures objectives. Deuxième hypothèse alternative est celle de l'échantillon dont Madame a parlé tout à l'heure. Pour les études en sciences sociales, l'échantillon doit être plus ou moins grand de 40 éléments. Si on utilise un seul groupe, est-ce qu'on se pose toujours des questions? Est-ce que vraiment cette méthode-là, c'est celle qui a été efficace pour le progrès et dans le progrès des élèves? Ou bien, tout simplement, ils ont eu la chance d'avoir un professeur vraiment doué dans ces exercices. Et alors là, pour remédier à ça, les scientifiques ont parlé de ce qu'on a appelé randomiser, à savoir l'échantillon et les enseignants. Et c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement choisir de manière aléatoire. Ainsi, on aura l'ensemble de l'expérimentation, par exemple, d'une nouvelle méthode de lecture, par exemple, 4 moments importants. Le premier, c'est ce qui est appelé le pré-test, et dans lequel on utilise 2 groupes. L'un est dit groupe expérimental, sur lequel on va expérimenter cette méthode de lecture nouvelle, et un autre groupe dit groupe de contrôle ou bien groupe témoin, qui sert tout simplement à faire une comparaison du début de l'expérience jusqu'à la fin. Le deuxième moment, c'est celui de l'intervention. C'est là où on expérimente vraiment la méthode dite méthode A pour le groupe expérimental. On pourrait ne pas faire de méthode pour le groupe témoin ou bien expérimenter une autre méthode. Le troisième moment, c'est celui du post-test et c'est là qu'on a les 2 groupes également exposés, comme dans le premier test, au même test et dans les mêmes conditions. Et enfin, on peut avoir des comparaisons statistiques. Et là, il y a 4 types de comparaisons. Par exemple, la comparaison pour le groupe contrôle du début jusqu'à la fin, comparaison du groupe témoin du début jusqu'à la fin, ou bien comparaison au niveau du pré-test entre le groupe contrôle et le groupe témoin, ainsi qu'une 4e comparaison au niveau du post-test entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Toujours la question qui se pose, est-ce qu'il y aura vraiment des résultats fiables? Pas vraiment.
Et c'est là que je vous présente ce qu'on a appelé la pyramide de fiabilité scientifique. Et on aura tout en bas de la pyramide les études qu'on appelle des études descriptives et qui sont de niveau de preuve vraiment très faible. Pourquoi? Parce que le fait de faire une seule étude ne va pas donner vraiment des résultats fiables. Tout simplement parce qu'on peut avoir une autre étude qui va contredire ce qui a été prouvé dans la première étude. Et deuxième niveau, c'est le niveau des études réitérées à niveau moyen de preuve. Et c'est là où on peut mettre l'essai randomisé contrôlé. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui est plus ou moins scientifique quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a deux groupes. Celui contrôle et celui témoin. Pour le troisième niveau, c'est celui des études comparées et c'est un niveau très élevé. Pourquoi? Parce qu'il concerne des études comparatives entre... et là, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Et là, c'est le chercheur, jusqu'à la fin, le chercheur va être conscient de ses renseignements et développer une vigilance épistémique et deviendra ainsi très efficace dans son exercice. En d'autres termes, il choisira avec un haut niveau de confiance ce qu'il a à choisir du fait qu'il relève du domaine de la certitude scientifique. Professeur Hanan Khedda qui nous vient de la faculté des lettres de Cassis pour cette communication fort intéressante, rapide, mais quand même, nous avons beaucoup appris avec vous sur les méthodes et la méthodologie dans les études psycholinguistiques. Donc, au terme de la séance matinale, on va clore on va sauter le débat, malheureusement. Parce qu'on a des interventions. Oui. Donc, on passe, parce qu'on est là d'abord pour rendre hommage à professeur Bouchiche. Donc, maintenant, on se déroulera. On pourra discuter après. Dans la pause café, on peut discuter. Donc, tout de suite, on va passer à la cérémonie d'hommage au professeur Bouchiche, qui est ici parmi nous. Donc, c'est le professeur Fazl Arbi qui procédera à cela. Voilà, ça, c'est à toi. Alors, au nom du comité d'organisation, donc je tiens à souligner que vu les circonstances que vous connaissez, donc nous sommes obligés d'arrêter les travaux de notre colloque. Et maintenant, nous allons procéder donc à la remise du trophée au professeur Brahim Kadir Bouchiche. Et c'est monsieur le vice-doyen qui s'en chargera. Non, il est là.